Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Il y a longtemps, tellement longtemps que les aïeux de nos aïeux n'étaient pas encore nés, tous les rois de la Grèce s'unirent dans une guerre contre la cité la plus puissante au monde, contre Troie. Pendant 10 longues années, ils assiégèrent la ville. Les dieux eux-mêmes s'impliquèrent dans cette guerre, des deux côtés, pour soutenir leurs champions. Au fil du conflit, de très nombreux guerriers et héros tombèrent de chaque côté. Mais finalement, les Grecs vainquirent les Troyens. Ils gagnèrent la guerre grâce à un subterfuge élaboré par Ulysse, le roi d'Ithaque. Suivant les instructions d'Ulysse, les Grecs construisirent un grand cheval de bois, une statue creuse, dans laquelle quelques-uns d'entre eux se cachèrent, et tous les autres firent semblant de se retirer à la faveur de la nuit, en réembarquant sur leur bateau. Le lendemain, les Troyens furent si soulagés et heureux de voir les Grecs partis et la guerre se conclure par leur victoire, que dans leur joie, ils oublièrent une prophétie qui annonçait la chute de Troie. Ils sortirent pour examiner ce cheval étrange laissé par les Grecs. Il s'agissait sans doute d'une offrande au dieu Poséidon, le maître des chevaux, et ils s'en emparèrent comme trophée. Ils le traînèrent derrière les murs de Troie. Et cette nuit-là, alors que les Troyens fêtaient leur victoire, les navires grecs qui s'étaient seulement cachés au large revinrent accoster sous les murs de la ville. Un petit groupe de guerriers, mené par Ulysse, était resté caché à l'intérieur du cheval. Ils se glissèrent hors de leur cachette, et dans les heures qui suivirent, ce que la force et la bravoure n'avaient pas pu accomplir en 10 ans, c'est la ruse qui le réussit. Les Grecs ouvrirent les portes de Troie à l'armée grecque, qui s'engouffra dans la ville. Et Troie tomba, vaincue par un stratagème que beaucoup jugeraient peu glorieux. Mais la gloire est toujours du côté des vainqueurs, et les Grecs célébrèrent leur triomphe en pillant et en détruisant la ville. Les Grecs étaient restés loin de chez eux pendant si longtemps que tous, guerriers et rois, ne souhaitaient plus qu'une chose, rentrer chez eux, auprès de leurs femmes, dans leur pays. Les familles seraient enfin réunies après 10 longues années, et ainsi fut fait. Quelque temps plus tard, tous les capitaines, les guerriers, les souverains grecs avaient rejoint leur pays. Tous, sauf un, le roi Ulysse. Installez-vous, détendez-vous. Ce soir, une nouvelle grande aventure nous attend. Je vais vous emmener dans les pas d'Ulysse, de son fils Télémaque, de sa femme Pénélope, dans l'épopée la plus célèbre de la Grèce antique, telle qu'elle est racontée dans l'une des plus anciennes œuvres de littérature connues de l'humanité, l'Odyssée d'Homère. Dans un prochain épisode, je vous raconterai aussi la guerre de Troie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la bibliothèque des rêves. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aimer et commenter cette vidéo. Ça aide énormément à ce qu'elle soit découverte par d'autres. Et au final, c'est ce qui permettra de faire plus d'épisodes. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, vous pouvez aussi suivre et évaluer ce podcast, ce qui aidera tout autant. Dans cet épisode, je vais avant tout vous raconter l'Odyssée, du début à la fin, et en plus vous parler de ce que ce récit représentait pour les anciens Grecs. On parlera de ce qui fait de l'Odyssée une œuvre singulière, et de pourquoi cette histoire, qui a été écrite il y a près de 3000 ans, semble encore moderne par son contenu, mais aussi par sa structure narrative.
qu'on y reviendra. Mais pour le moment, revenons-en à l'histoire et transportons-nous à Ithaque, sur l'île dont Ulysse est le roi. Une île qui a beaucoup changé en son absence. Dans le petit royaume d'Ithaque, la femme d'Ulysse, Pénélope, et son fils, Télémaque, qui était encore un très jeune enfant au moment de son départ à la guerre, attendaient avec impatience leur retrouvaille avec leur mari et père. Mais après la chute de Troie, dont la nouvelle était arrivée à Ithaque, les semaines passèrent, puis les mois, et toujours pas de traces d'Ulysse. Les mois devinrent des années, et l'espoir de revoir Ulysse s'estompait un peu plus chaque jour. Mais ni Pénélope ni Télémaque ne s'autorisaient à douter qu'un jour, prochainement, Ulysse reviendrait. Ils l'ignoraient encore, mais effectivement, Ulysse était en vie, et il cherchait par tous les moyens à rentrer chez lui, à embrasser sa femme et à serrer son fils dans ses bras. Pour survivre et tenter de rentrer chez lui, il avait dû triompher de très nombreuses épreuves, soutenues seulement par sa déesse protectrice, Athéna. Et ce retour, cette odyssée, c'est l'histoire que nous allons revivre ce soir. Bien avant la guerre de Troie, Ulysse avait épousé Pénélope, une princesse de la ville de Sparte, et il l'avait emmenée à Ithaque pour y régner avec lui sur son île. Des années plus tard, une autre femme de Sparte, Hélène, allait être le prétexte de la guerre de Troie. Hélène fut séduite et enlevée par un prince de Troie, Paris. Le mari légitime d'Hélène, Ménélas, le roi de Sparte, est celui qui appela les rois de Grèce à défendre son honneur en attaquant Troie pour récupérer sa femme. Ulysse avait donc été l'un de ces nombreux rois appelés à la guerre. Mais contrairement à d'autres, il n'avait aucun goût pour le combat, ni pour l'aventure ou les voyages lointains. Et donc, lorsque les envoyés de Ménélas étaient arrivés à Ithaque pour réclamer son aide, il avait essayé d'échapper à cette obligation, en feignant la folie. Pour avoir l'air fou, il avait attelé un âne et un bœuf à sa charrue, avant de commencer à semer ses champs avec du sel. Mais les envoyés de Ménélas avaient eu des doutes, et pour vérifier si Ulysse était vraiment fou, l'un d'entre eux avait placé Télémaque, qui était encore un bébé, devant la charrue, pour voir si Ulysse allait réagir. Et évidemment, Ulysse s'était arrêté immédiatement, pour ne pas écraser son fils. Et c'est comme ça que la supercherie avait été découverte. Ulysse avait été obligé de rejoindre Ménélas et les autres rois grecs à la guerre contre Troie. Son comportement apparaissait très éloigné de ce qu'on attendrait d'un héros, d'un modèle de bravoure et d'honneur. Mais pour autant, Ulysse n'était pas un lâche. Il pouvait prendre des risques et se mettre en danger, comme il le prouverait des années plus tard, en se cachant dans le cheval de Troie pour mener son petit groupe de guerriers aux portes de la ville et décider du sort de toute la guerre. Mais c'est surtout qu'Ulysse était avant tout un père de famille, attaché viscéralement à sa terre, à son île d'Ithaque, et il n'aspirait pas du tout à devenir un aventurier. Il voulait une vie tranquille et il aimait profondément son royaume. Et donc il aurait été très attristé, si elle l'avait su, d'apprendre ce qui s'y passait en son absence. Comme il ne revenait pas de Troie, et que les mois passaient, les appétits autour du trône d'Ithaque et de Pénélope avaient commencé à s'aiguiser. Des dizaines de prétendants, venus de tous les coins de l'île, qui voulaient pousser Pénélope à admettre qu'elle était maintenant veuve pour l'épouser et s'emparer du trône,
Donc des dizaines de prétendants avaient envahi le palais d'Ulysse. Ils vivaient chez lui, mangeaient les troupeaux et les récoltes de son domaine, et manquaient de respect chaque jour un peu plus à sa femme et à son fils. Après toutes ces années, Télémaque était devenu un jeune homme que son père n'avait pas vu grandir. Et Télémaque désirait ardemment rétablir l'ordre dans le palais et défendre l'honneur de sa mère. Heureusement, la situation était sur le point de changer. Au cours de toutes ces années d'absence, Ulysse n'avait jamais perdu la protection de la déesse Athéna. Mais il n'était pas rentré à Ithaque parce qu'il avait été puni par Poséidon, le dieu des mers et des chevaux, dont il s'était attiré les foudres pendant la guerre de Troie. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, Athéna était du côté des Grecs, mais plusieurs autres dieux, comme Poséidon, Apollon et Aphrodite, soutenaient les Troyens. Ces dieux avaient dû accepter leur défaite et la chute de Troie. Mais Poséidon n'avait jamais pardonné à Ulysse d'avoir causé cette chute, en inventant le subterfuge du cheval de Troie, ce qui était doublement irritant pour lui, puisqu'Ulysse avait utilisé la statue d'un cheval. Et depuis des années, il interdisait le retour d'Ulysse dans son pays, auprès de sa famille, jusqu'au jour où Poséidon partit loin du mont Olympe, la résidence des dieux, pour aller accepter un sacrifice en son honneur, loin au sud, en Éthiopie. Et Athéna sauta sur l'occasion. Elle alla trouver Zeus, le roi des dieux, derrière le dos de Poséidon qui était absent, pour demander à Zeus le retour d'Ulysse chez lui. Zeus y consentit, et Athéna commença à former des plans pour libérer son protégé. Mais qu'est-ce qui était arrivé à Ulysse pendant tout ce temps, pendant toutes ces années ? Au moment où sa libération approchait, Ulysse était captif sur une île, emprisonné contre son gré par une nymphe, Calypso. Mais avant son arrivée sur cette île, depuis son départ de Troie, il avait vécu une série d'événements extraordinaires. À la fin de la guerre, il avait quitté Troie avec 12 navires, qui auraient dû le ramener à Ithaque en quelques semaines. Mais ses compagnons de voyage voulaient rentrer chez eux avec plus de trésors qu'ils n'en avaient pillés à Troie. Et ils insistèrent pour lancer un raid sur Ismara, une ville côtière, sans défense, en Thrace, non loin de Troie. Ulysse n'aimait pas cette idée, parce qu'il était impatient de rentrer chez lui. Mais après 10 ans de conflit, les guerriers qui l'accompagnaient considéraient qu'il méritait vraiment plus de butin. Ils insistèrent tellement que Ulysse accepta à contre-cœur. Les Grecs mirent Ismara à sac, comme prévu, et ensuite ils se mirent à festoyer sur le site de leur forfait, au lieu de repartir immédiatement, comme Ulysse les y exhortait. Pendant le sac d'Ismara, Ulysse avait épargné la vie d'un prêtre d'Apollon et de sa famille. Pour le remercier, ce prêtre lui avait offert une bouteille d'un vin très sombre, presque noir. Ce vin était une boisson délicieuse, mais très concentrée. Il fallait normalement le diluer dans 20 fois son volume d'eau pour le boire. Ulysse ne savait pas vraiment quoi faire de cette bouteille, mais il se dit qu'elle pourrait toujours servir, et donc il l'avait gardée sur lui. Maintenant, il attendait que les guerriers terminent leur petite fête pour repartir. Mais comme ils étaient épuisés par le combat et par leur festin, les Grecs s'endormirent dans les ruines d'Ismara. Et au matin, quand les habitants qui s'étaient enfuis revinrent avec des renforts, ils les trouvèrent encore à moitié endormis, et ils les attaquèrent. Dans la panique, tous les Grecs s'enfuirent vers leurs navires, mais Ulysse perdit de nombreux hommes de cette manière, avant que les survivants ne puissent réembarquer et reprendre le voyage vers Ithaque. Poséidon avait observé toute cette scène depuis l'attaque d'Asmara,
et il était déterminé à punir Ulysse pour son rôle pendant la guerre. Et donc, dès que les Grecs hissèrent les voiles, Poséidon provoqua une grande tempête qui fit dévier la petite flotte de son chemin et même dispersa les 12 navires. Celui sur lequel Ulysse voyageait, qui était maintenant isolé, passa plusieurs jours à combattre les éléments, jusqu'à apercevoir une île qui pourrait offrir un abri temporaire, un endroit où faire des réparations avant de repartir. Le navire d'Ulysse accosta, et sur cette île, Ulysse et ses compagnons trouvèrent une végétation très luxuriante et aussi très attirante, avec une multitude de fleurs et de fruits appétissants, qui ne demandaient apparemment qu'à être cueillis. Bientôt ils rencontrèrent les habitants de cette île mystérieuse, qui leur sourirent et les accueillirent volontiers, mais qui paraissaient très détachés de tout, et ne leur demandèrent même pas qui ils étaient ni d'où ils venaient. Les Grecs se rendirent assez vite compte que les habitants passaient leur journée à dormir et à manger les fruits et les fleurs qui les entouraient. En particulier les fleurs et les fruits que donnait un arbre énorme et magnifique au centre de l'île. Ils leur demandèrent ce qu'était cet arbre. Et les habitants répondirent que cet arbre s'appelait Lotos, et qu'il leur offrait tout ce qu'on pouvait jamais souhaiter, une vie de somnolence, d'oubli et de félicité constante. Ils offrirent de ces fleurs et de ces fruits aux compagnons d'Ulysse. Et très vite, tous les compagnons rejoignirent les habitants dans leur état de somnolence. Ulysse avait été plus prudent et n'avait pas voulu y toucher. Et il comprit ce qui se passait sur l'île. Depuis des générations, des navires perdus avaient atteint cette île. Leurs équipages avaient mangé les fleurs et les fruits du lotos, et ils en avaient oublié leur vie avant d'arriver, leur famille, leurs proches, leur pays. Ils avaient vécu ici dans un état d'abrutissement, où le temps, le passé et le futur n'importaient plus. Seul comptait le présent, et continuer à manger les fleurs et les fruits de Lotos. Ulysse comprit toute la séduction, mais aussi le danger, la forme de mort qu'offrait l'île et son Lotos. Il fut tenté d'y succomber un instant, mais les souvenirs de Pénélope, de Télémaque, d'Ithaque étaient assez précieux et chers à son cœur pour y renoncer. Mais tous ses compagnons étaient maintenant inconscients, et donc il dut les porter, un par un, jusqu'au navire, pour lever l'ancre avec tout l'équipage endormi. Quand ils se réveillèrent, les compagnons demandèrent plus de fleurs et de fruits, mais Ulysse les força à jeûner. Les guerriers le supplièrent, au point de se mettre à pleurer, ce qui montrait le pouvoir du lotos. Mais après un certain temps, ils finirent par se remettre, et le souvenir de ce qu'ils étaient leur revint. Seulement à cet instant, Ulysse leur demanda s'ils voulaient rentrer à la maison ou rester sur l'île des lotophages. Tous les compagnons avaient maintenant repris leurs esprits, et ils décidèrent de partir pour rentrer chez eux. L'expédition reprit son voyage. On va poursuivre le voyage d'Ulysse, mais avant, arrêtons-nous juste un instant sur cet épisode des lotophages. Les récits mythologiques, dans la Grèce antique et dans beaucoup d'autres cultures, ont d'autres fonctions que le seul divertissement. L'histoire doit être intéressante, captivante si possible, mais elle existe aussi pour d'autres raisons. Souvent, c'est déjà un avertissement. En l'occurrence, dans cet épisode avec les lotophages, un avertissement assez évident contre l'addiction. Mais pas seulement. Il y a aussi une réflexion ou une interrogation sous-jacente.
sur ce qu'est la personnalité, l'humanité d'un individu, sur l'expérience de la vie. Qu'est-ce qui reste de nous si on renonce à notre mémoire et si on abdique toute notre responsabilité vis-à-vis de nos familles, de nos amis, de ce qui a forgé notre personnalité? Est-ce qu'accepter d'abandonner tout ça pour arrêter de souffrir, c'est seulement se libérer de la souffrance, ou est-ce que c'est s'effacer tellement soi-même qu'on en devient pour ainsi dire mort, qu'on disparaît? L'histoire des lotophages présente le désir d'oublier comme une pulsion de mort, une pulsion suicidaire. Ce qui permet à Ulysse d'y résister, c'est l'importance qu'il accorde à son amour pour sa famille et son pays. Ce sont les raisons de vivre qui le détournent du lotos. C'est aussi sa discipline, sa maîtrise de lui-même qui le sauve et lui permettent de rester ancré dans la réalité. Et ça nous montre encore une autre dimension de ce mythe, une dimension morale. Ces concepts de maîtrise de soi, de modération, de responsabilité individuelle, sont des choses qui étaient très appréciées et souvent mises en avant comme des qualités dans la Grèce antique. La littérature de la Grèce antique intègre ou elle habille des préceptes moraux avec une narration. Elle leur donne un aspect séduisant et distrayant pour faire passer un certain nombre de messages. C'est quelque chose qui nous est tellement familier qu'on le trouve naturel. Mais c'est un procédé qui a une histoire, il n'est pas apparu spontanément. Et ça contribue à cette modernité de l'Odyssée que je mentionnais au début. Peut-être que d'autres œuvres antérieures et qui se seraient perdues avaient déjà ces caractéristiques, mais c'est l'une des plus anciennes qu'on connaisse, qui pose des techniques narratives qui nous sont maintenant très familières. Si familières que cette histoire des lotophages, si on l'entend pour la première fois, on ne peut pas se douter qu'elle a 3000 ans. Elle aurait aussi bien pu être inventée hier. Une autre innovation de l'Odyssée, c'est sa structure narrative. Comme l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, l'Odyssée, c'est un très long poème de plus de 12 000 vers. Un poème qui était surtout destiné à être entendu, écouté, plutôt que lu. Mais malgré son ancienneté, il utilise des procédés qui nous apparaissent toujours très modernes, par exemple des flashbacks. L'intrigue n'est pas linéaire ou chronologique. L'histoire dans le poème ne commence pas à Troie, au moment où Ulysse entreprend son voyage de retour. Elle commence à Ithaque, 10 ans après la fin de la guerre de Troie, où on découvre la situation que je vous ai déjà décrite, les prétendants, Pénélope et Télémaque isolés dans leur propre palais, et Ulysse absent. Ça produit une forme de suspense, on sent monter l'interrogation sur ce qui a bien pu arriver à Ulysse, ce qui donnera d'autant plus de poids à cette révélation. Ensuite, Athéna intervient pour faire libérer Ulysse, comme on l'a vu. Zeus accepte, et il envoie son messager, Hermès, ordonner à la nymphe Calypso de libérer Ulysse. Ulysse quitte l'île de Calypso et arrive sur une autre île où on lui offre l'hospitalité. Et là, il raconte ses aventures depuis son départ de Troie. Et c'est un retour en arrière qui nous permet de découvrir le véritable cœur de cette histoire. Ce pourquoi l'Odyssée est vraiment connue, le voyage d'Ulysse. Donc ce voyage, c'est un grand flashback qui est présenté comme une histoire dans l'histoire. Pour cette présentation, je n'ai pas suivi le texte de l'Odyssée tel qu'il est écrit, parce que si je faisais ça, on n'aurait pas encore parlé des aventures d'Ulysse. On en serait encore à Ithaque et Télémaque essayant de savoir ce qui est arrivé à son père. En fait, l'Odyssée a deux intrigues en parallèle. Une qui se passe dans le présent de la narration, 10 ans après la guerre de Troie,
et qui suit Télémaque dans ses efforts pour savoir ce qui a bien pu arriver à son père, et une deuxième intrigue, la plus connue, la plus intéressante peut-être aussi, qui est le récit d'Ulysse lui-même, les aventures qu'il a vécues avant d'échouer sur l'île de Calypso. À la fin, les deux intrigues se rejoignent quand Ulysse rentre à Ithaque pour reprendre son trône. Alors maintenant, repartons dans le passé pour retrouver la suite des aventures d'Ulysse. Après avoir échappé de justesse aux habitants d'Ismara et au piège mortel de l'île des Lotophages, Ulysse et ses compagnons pensèrent qu'enfin la chance allait leur sourire. Ils virent une île qui paraissait accueillante, et cette fois sans fruits étranges ou dangers apparents. Donc ils décidèrent d'accoster. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette île appartenait aux Cyclopes. Les Cyclopes étaient des géants avec un seul œil, au centre de leur front. Beaucoup doutaient de leur existence, parce qu'on ne les voyait presque jamais. Mais les Cyclopes étaient bien réels, et ils vivaient comme les anciens hommes vivaient avant la civilisation, dans des grottes, sans agriculture, sans aucun luxe, sans vin, juste avec des troupeaux de moutons géants dont ils tiraient leur subsistance. Donc ces Cyclopes étaient des sauvages, et ils massacraient et mangeaient tous ceux qui s'aventuraient sur leur terre. C'était le dieu Poséidon, encore lui, qui les avait engendrés. Ulysse et ses compagnons étaient inconscients du danger. Ils ne savaient pas qu'ils avaient débarqué près de l'antre d'un cyclope, un dénommé Polyphème, particulièrement sauvage et violent. Alors ils se mirent à chercher des provisions, et ils tombèrent sur l'entrée de la grotte de Polyphème. Une grotte qui contenait plus de viande et de fromage qu'ils n'auraient pu rêver d'en trouver. Un vrai trésor pour les Grecs qui étaient affamés par leur voyage. Mais alors qu'ils étaient entrés dans la grotte pour examiner ce qu'ils allaient emporter, Polyphème rentra avec son troupeau. En voyant ces visiteurs indésirables, contre toutes les règles de l'hospitalité, il les enferma dans la grotte, avec lui à l'intérieur, en roulant un énorme rocher devant l'entrée. Il n'avait pas souvent l'occasion de manger des humains, alors il en profita, et il attrapa 2 d'entre eux pour les dévorer immédiatement, sous les yeux terrifiés du reste de la troupe. Et ensuite, très content de son dîner, il se coucha pour s'endormir, avec la tranquillité de savoir que personne n'allait pouvoir s'enfuir de la grotte. Le roc qui bouchait l'entrée était beaucoup trop lourd, et seul Polyphème lui-même aurait pu le faire bouger. Ulysse et les autres survivants passèrent donc la nuit à se cacher et à trembler, incapables de s'enfuir ou de combattre ce géant bien plus grand et plus fort que tous réunis. Le matin arriva, après une longue nuit, et le Cyclope mangea à nouveau 2 compagnons d'Ulysse pour son petit déjeuner, avant de quitter la grotte avec ses moutons, et bien sûr, une nouvelle fois, d'en bloquer la porte avec le rocher. Ulysse et ses hommes passèrent la journée à chercher un moyen de fuir. Mais la situation semblait désespérée. Ils allaient tous finir mangés, un par un. Après que Polyphème soit revenu le soir et ait encore mangé 2 compagnons, Ulysse eut une idée. Il avait toujours avec lui cette bouteille de vin très concentrée, offerte par le prêtre d'Apollon, qu'il avait épargné à Ismara. Il offrit cette bouteille à Polyphème. Or, les Cyclopes ne connaissaient pas le vin ni l'alcool. Donc il y goûta, et évidemment, ça lui plut beaucoup. Alors il avala toute la bouteille, et devint complètement ivre. Il demanda alors son nom à Ulysse,
en lui promettant un cadeau s'il lui répondait. Ulysse répondit, mais au lieu de lui donner son vrai nom, il lui dit que son nom était Personne. Et en guise de récompense, Polyphème promit qu'il mangerait ce Personne en dernier. Et sur ce, il s'endormit profondément. Mais Ulysse n'était pas du genre à rester sans rien faire, dans l'attente d'une mort certaine. Pendant la journée, il avait préparé un pieu de bois, formé d'une grosse branche, qu'il avait durcie au-dessus du feu. Dès que Polyphème fut endormi, il s'approcha avec le pieu et il le planta dans l'œil du Cyclope. Le monstre se réveilla d'un seul coup, aveuglé, sans son œil unique, fou de douleur, et il appela à l'aide ses frères, qui vivaient dans d'autres grottes de l'île. Les autres cyclopes vinrent jusqu'à sa grotte, et lui demandèrent ce qui lui était arrivé. Polyphème répondit que personne lui avait fait du mal. Évidemment, les autres cyclopes pensèrent que Polyphème était devenu fou. Alors ils lui recommandèrent simplement de prier leur père, Poséidon, et de dormir. La nuit passa. Le matin, le Cyclope savait que les Grecs étaient toujours dans sa grotte, même s'il ne pouvait plus les voir. Mais comme chaque jour, il devait sortir son troupeau. Alors pour s'assurer que les Grecs n'en profiteraient pas pour s'enfuir, il tâta le dos de chaque mouton, alors que les moutons passaient les uns derrière les autres pour sortir de la grotte. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Ulysse et ses compagnons s'étaient attachés en dessous des moutons, contre leur ventre. Et donc ils purent tous sortir de la grotte avec le troupeau, sans que le géant s'en aperçoive. Et ensuite ils coururent jusqu'à leur navire et levèrent l'ancre sans demander leur reste. Mais alors qu'ils allaient s'éloigner du rivage, Ulysse commit un acte d'orgueil. Il était fier de son stratagème pour saouler le Cyclope, l'aveugler et sortir de la grotte. Et il ne voulait pas que cet exploit reste anonyme. Alors il cria son vrai nom à Polyphème. Il révéla qu'il était Ulysse, le roi d'Ithaque, et qu'une fois de plus, comme à Troie, son astuce lui avait permis de faire des miracles. Le géant l'entendit, avec son ouïe aiguisée par la perte de la vue. Et aussitôt il commença à jeter des rochers énormes dans la direction du navire d'Ulysse. Rochers qui manquèrent de peu de le faire chavirer. Polyphème en appela aussi à son père, Poséidon, pour réclamer vengeance. Poséidon était déjà en colère contre Ulysse. Mais maintenant il serait furieux. Et le dieu des mers écouta la prière de son rejeton. Le Cyclope lui demanda de maudire Ulysse, de le condamner à errer sur la mer pendant 10 ans, une longue errance pendant laquelle il perdrait tout son équipage. Cette malédiction ne lâcherait plus Ulysse et ses compagnons, car comme les autres dieux, Poséidon était très rancunier. Les Grecs reprirent leur errance sur la mer. Ils avaient besoin de provisions et de réparer leurs navires, puisqu'ils n'avaient pas pu le faire sur l'île des Cyclopes. Et ils cherchaient une nouvelle côte ou une autre île pour faire escale. Leur errance depuis Troie, au gré des tempêtes et de leur fuite, les avait amenés près de l'île de Sicile, au milieu de la Méditerranée. Et finalement, ils virent une petite île. Une île qui n'était sur aucune carte, parce que c'était une île flottante, et elle appartenait au roi Éole, un homme puissant, mais aussi bienveillant et accueillant, que les dieux avaient fait gardien des vents. Même s'il n'était pas un dieu lui-même, Éole avait suffisamment de pouvoir et de richesse pour parler presque d'égal à égal avec les dieux, grâce à la puissance que lui donnait son contrôle des vents,
donc son contrôle de la surface de la mer et de la terre. C'était un pouvoir immense. Éole accueillit Ulysse et ses compagnons. Il leur offrit l'hospitalité pendant 1 mois entier, ce qui leur permit enfin de se reposer. Il était sensible à la tragédie que vivait Ulysse, séparé de sa terre et de sa famille, et donc il décida de l'aider en lui fournissant le vent exact dont son navire avait besoin pour rentrer directement à Ithaque. Pour bénéficier de ce vent favorable, et de lui seul, il fallait enfermer tous les autres vents pour les empêcher de souffler jusqu'au retour d'Ulysse à bon port. Alors Éole enferma ces vents contraires dans un grand sac en cuir qu'il donna à Ulysse, avec pour instruction de ne les libérer qu'une fois rentré chez lui. Reposés et optimistes, les Grecs retournèrent à leur navire après avoir remercié le roi Éole avec effusion, et ils hissèrent les voiles pour rentrer à Ithaque. Comme promis par le gardien des vents, le voyage fut rapide et direct. En seulement quelques jours, Ithaque apparut à l'horizon. Soulagé, mais aussi épuisé par les épreuves et la tension, Ulysse s'endormit en rêvant à ses retrouvailles avec Pénélope. Malheureusement, alors qu'Ulysse dormait, ses hommes s'intéressèrent d'un peu trop près à ce sac de cuir offert par Éole. Ils supposèrent qu'il contenait un trésor offert par le gardien des vents, et dans ce cas, il aurait été juste qu'ils aient leur part. Trésor ou pas, la curiosité était trop forte. Alors ils ouvrirent le sac, et d'un coup, ils libérèrent tout son contenu. Soudainement, les vents se levèrent de toutes les directions, sauf celle d'Ithaque, formant une énorme tempête qui éloigna le navire de l'île. La tempête dura des heures, menaçant sans cesse de déchirer les voiles ou de faire chavirer le navire. Et quand elle s'arrêta, enfin, ils avaient voyagé très loin de leur but, dans une direction inconnue. Une fois de plus, ils étaient perdus et désespérés. L'errance reprit sur la Méditerranée, à la recherche d'un nouveau lieu où accoster pour faire le point et demander son chemin. Un chemin toujours semé d'embûches. Alors qu'ils s'approchaient d'une nouvelle île, des géants hirsutes et mangeurs d'hommes, appelés les Lestrygons, les attaquèrent en leur lançant des rochers. Le navire fut gravement endommagé, tant et si bien qu'il devint ingouvernable et finit par s'échouer sur une autre île, un autre lieu au danger insoupçonné. L'île appartenait à Circé, une enchanteresse. Circé était une fille du dieu du soleil, Hélios, et elle était réputée pour sa connaissance des potions et des herbes, autant que pour ses pouvoirs magiques. Elle vivait dans un palais, apparemment sans aucune présence humaine, entourée de fauves, comme des lions et des loups, mais qui semblaient tous étonnamment dociles. Circé et son île cachaient un terrible secret. En utilisant le pouvoir de son chant, qui était envoûtant, Circé attirait des voyageurs sur son île, et elle les invitait à festoyer. Pendant le festin, elle les droguait avec des potions, qui les transformaient en animaux. Les lions et les loups qui vivaient autour de son palais étaient tous originellement des hommes qu'elle avait transformés. Mais nul ne savait ce lourd secret puisque personne n'avait jamais réussi à quitter l'île pour le révéler. Lorsque l'équipage d'Ulysse débarqua, la plupart des hommes partit explorer l'île et ils trouvèrent Circé, qui les invita à un festin comme à son habitude. Les hommes avaient faim et ils acceptèrent. Bien sûr, Circé leur servit des plats dans lesquels elle avait versé des potions,
et tout l'équipage se trouva transformé en cochon. Le seul homme qui y échappa fut le commandant en second d'Ulysse, Euryloque, qui avait trouvé cette générosité suspecte et n'avait touché à rien. Euryloque s'échappa et partit avertir Ulysse de ce qui était arrivé. Ulysse résolut de partir immédiatement en mission de sauvetage. Mais seul contre les pouvoirs de Circé, il n'avait aucune chance. Et c'est pour ça qu'Athéna décida de l'aider. Elle envoya Hermès, le messager, donner à Ulysse une herbe qui le protégerait des potions de Circé. Et Hermès recommanda aussi à Ulysse d'éviter toute discussion avec la magicienne, mais plutôt de la contraindre par la force avant qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs. Et c'est ce que fit Ulysse. Il surprit Circé, la menaça de son épée et la força à rendre forme humaine à ses hommes. Circé y consentit, elle n'avait pas le choix. Mais alors qu'elle observait le roi Tithaque, elle se rendit compte que cet homme lui plaisait. Et Ulysse, lui aussi, ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que Circé rivalisait presque en beauté avec Hélène de Sparte. Les deux succombèrent et devinrent amants. Ils convinrent que les hommes d'Ulysse avaient besoin de se reposer, et il fut décidé qu'il resterait 10 jours. 10 jours qui devinrent 10 semaines, alors qu'Ulysse partageait maintenant tous les jours la couche de Circé. Puis des mois, et finalement une année entière s'écoula, comme une parenthèse dont le temps était suspendu. Malgré ses charmes, cependant, Circé n'avait pas effacé le souvenir de Pénélope. Et après cette année, Ulysse sentait grandir en lui, de plus en plus, le regret et le remords. Il résolut de quitter l'enchanteresse et de reprendre son voyage. Circé ne s'y opposa pas, et elle décida même de l'aider. Elle lui révéla que s'il voulait retourner à Ithaque, retrouver sa route, il devrait déjà pour ça visiter le monde souterrain, le royaume d'Hadès, le dieu des morts. Une entrée du monde des morts se trouvait loin à l'ouest de l'île de Circé, là où le soleil disparaissait chaque soir, près des colonnes d'Hercule, qui marquaient la fin du monde connu et le début d'un océan sans fin. Quand Ulysse y arriva avec son équipage, il sacrifia aux morts. L'obscurité se fit autour de lui. Tout disparut, et il se retrouva dans un désert inconnu, où des fantômes erraient sans but. Il avait franchi le seuil du monde des morts. Il y discuta avec plusieurs fantômes, notamment un de ses compagnons, Elpénor, mort par accident en tombant d'un toit sur l'île de Circé, qui lui demanda de retrouver son corps et de l'enterrer. Ulysse accepta. Il parla aussi avec Tirésias, un prêtre d'Apollon mort depuis longtemps, connu pour sa clairvoyance. Tirésias lui révéla qu'un jour, son équipage et lui atteindraient une île où le dieu du soleil, Hélios, gardait son bétail sacré. Si ils s'abstenaient tous de porter atteinte à ce bétail, ils pourraient rentrer chez eux. Sinon, s'ils mangeaient un seul de ces animaux, Ulysse perdrait son navire et tous ses compagnons. Ulysse parla aussi à sa mère, morte à Ithaque pendant la guerre de Troie, et qu'il n'avait donc pas revue. Elle lui révéla ce qu'il se passait dans sa propre maison, avec les prétendants qui menaçaient sa femme et son fils. Enfin, il parla avec beaucoup de ses compagnons tombés depuis leur départ de Troie. Après un long moment, un rayon de soleil perça les ténèbres, puis un autre, et le monde des vivants réapparut progressivement, alors que les formes floues des fantômes se dissipaient.
Ulysse était revenu dans le monde des vivants, sa résolution renforcée et plus forte que jamais. Ils retournèrent sur l'île de Circé, trouvèrent et enterrèrent le corps d'Elpénor, comme promis, et ils reprirent leur voyage. Pour reprendre le chemin de la maison et faire voile vers l'est, vers la Grèce, ils allaient devoir triompher d'une nouvelle épreuve, traverser le pays des sirènes. Les sirènes étaient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, et elles étaient redoutables parce qu'elles attiraient les marins avec leur voix si mélodieuse, si envoûtante, qu'aucun homme ne pouvait résister à leur appel. Même s'ils savaient que les sirènes représentaient un danger mortel, les marins qui passaient à proximité des rochers des sirènes ne pouvaient pas résister à leur appel. Ils s'approchaient, leurs navires s'échouaient, et les sirènes les dévoraient. Ulysse conçut un nouveau plan pour leur permettre de s'en sortir vivants. Avant que les rochers des sirènes soient en vue, il ordonna à ses hommes de se boucher les oreilles avec de la cire d'abeille. Devenus sourds, les hommes n'entendraient pas le chant des sirènes. Mais Ulysse était aussi très curieux d'entendre ce chant. Alors il demanda à ses hommes de l'attacher solidement au mât du vaisseau et de ne surtout pas le détacher, quoi qu'il arrive. Dès qu'ils s'approchèrent du lieu où vivaient les sirènes, Ulysse entendit leur chant, et sa volonté fut anéantie. La seule chose à laquelle il arrivait à penser était de se jeter à l'eau pour aller les rejoindre. Mais ces hommes ne pouvaient pas entendre ses supplications, et ils avaient leurs ordres, donc ils continuèrent à avancer, et ils purent traverser sans perte. Les sirènes étaient maintenant derrière eux, leur chant n'était plus audible, et Ulysse reprit ses esprits. Mais une autre menace, peut-être encore plus terrible, les attendait encore. Ils allaient maintenant devoir franchir un détroit. D'un côté du détroit, Scylla, un monstre à 6 têtes, prêt à saisir tout navire qui passerait à portée pour le mettre en pièces. De l'autre côté, mais terriblement proche de Scylla, se trouvait Charybde, un tourbillon d'une puissance phénoménale qui aspirait et coulait tout navire s'approchant trop près. La seule façon d'éviter un de ces deux dangers était de passer tout près de l'autre, et la plupart des navires qui tentaient de passer le détroit se faisaient détruire. La seule possibilité était de réussir à suivre une ligne très étroite, juste entre les deux. Ulysse et son équipage n'avaient pas d'autre choix. Ils s'engagèrent lentement entre Charybde et Scylla, tentant d'éviter les deux. À un moment, ils s'approchèrent trop de Scylla, et le monstre parvint à saisir plusieurs hommes entre ses griffes, manquant de peu d'arracher un côté du navire. Mais ils finirent quand même par passer et par atteindre des eaux plus calmes. Bientôt, à l'horizon, une nouvelle silhouette se découpa. Une nouvelle île, l'île d'Hélios, celle à propos de laquelle Ulysse avait été averti dans le monde des morts. Il ne fallait surtout pas que lui et ses hommes touchent au bétail d'Hélios qui s'y trouvait. Ulysse voulut donc rester à l'écart. La meilleure façon de ne pas toucher à ce bétail était encore de ne pas l'approcher. Mais ses compagnons objectèrent qu'ils avaient encore de grandes réserves de nourriture données par Circé. Donc aucun risque de devoir manger les bœufs d'Hélios, et ils promirent de ne pas les approcher. Ils devenaient de plus en plus indisciplinés après toutes ces épreuves infructueuses, et Ulysse craignait une mutinerie. Alors il accepta, et ils accostèrent sur l'île d'Hélios. Les dieux suivaient toujours son périple, et même si Athéna le défendait toujours, Ulysse les agaçait.
Il avait offensé Poséidon à Troie, puis encore plus en aveuglant un cyclope. Il avait aussi reçu l'aide d'Éole, le maître des vents, contre la volonté des dieux. Et enfin, il avait eu un peu trop de chance d'échapper à tous les périls qu'il avait rencontrés. Alors, Zeus décida de lui compliquer la vie. Il provoqua une tempête qui bloqua l'île d'Hélios. Impossible d'appareiller pour la quitter. Les jours passèrent, mais la tempête ne cessait pas. Ulysse priait les dieux constamment, les suppliait de l'épargner enfin, mais rien n'y faisait. L'équipage devait manger, et les provisions baissaient, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les hommes commencèrent à jeûner, mais la situation s'éternisait. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Les bœufs bien gras d'Hélios les tentaient. Ils avaient très faim. Et ils ignorèrent une nouvelle fois les ordres d'Ulysse. Ils chassèrent le bétail sacré d'Hélios. Le dieu du soleil en devint furieux, et il demanda à Zeus de punir tout l'équipage pour cette offense. Zeus suspendit alors la tempête, laissant les hommes penser qu'ils pouvaient quitter l'île. Ils ne se firent pas prier, et ils remontèrent à bord du navire dès que la tempête s'arrêta. Mais à peine en mer, la tempête reprit, et précipita le vaisseau vers Charybde, le tourbillon monstrueux. Le vaisseau commença à se disloquer, et les hommes à disparaître sous l'eau. Seul Ulysse arriva à saisir les branches d'un figuier qui surplombait Charybde, ses racines fixées dans la terre de la falaise à côté du tourbillon. Accroché aux branches, il vit son navire se faire détruire, et ses compagnons se noyer jusqu'au dernier, alors que leurs corps et les fragments de leur vaisseau étaient aspirés dans l'abîme au fond du tourbillon. Ulysse était maintenant seul. Ils avaient porté atteinte au bétail d'Hélios, et tout avait disparu, navire et équipage, conformément à la prophétie. Ulysse s'éloigna en titubant du tourbillon, désespéré, seul, et il se laissa flotter dans des eaux plus calmes. Il n'attendait plus qu'une chose maintenant, que la mort l'emporte. Il avait tout perdu, jusqu'à l'espoir et à l'énergie nécessaire pour continuer. Mais il était écrit que son histoire ne s'arrêterait pas là. Il dériva, longtemps, homme seul, dépouillé par les dieux. Et finalement, il s'échoua sur une autre île, l'île où vivait la nymphe Calypso. La nymphe le recueillit, elle le soigna. Elle put soigner son corps, mais pas son cœur, parce que seuls Pénélope et Ithaque auraient pu lui redonner goût à la vie. Les mois passèrent. Calypso avait fait d'Ulysse son amant, mais il ne ressentait rien pour elle. Alors, les mois devinrent des années. Ulysse avait perdu toute notion du temps, et il ne réalisa pas que cela faisait plus de 10 ans qu'il avait quitté Troie. 10 ans d'errance, d'espoir déçu, d'attente interminable, et finalement ce séjour absurde sur l'île de Calypso. Mais ce qu'il oubliait, c'est que la malédiction de Poséidon, après qu'il ait blessé le cyclope, devait durer 10 ans, et cette décennie touchait maintenant à sa fin. Il avait aussi oublié qu'il lui restait une alliée sur l'Olympe, Athéna. Ce qui suit, je vous l'ai raconté au début. Athéna obtient de Zeus la libération d'Ulysse. Elle incite son fils Télémaque à le chercher, et finalement le roi rentre chez lui, 20 ans après son départ. Mais Ithaque est encore en plein chaos, le palais rempli de prétendants,
et Ulysse va devoir récupérer son trône. Avant de revivre ce chapitre final, je vais vous parler un petit peu du personnage d'Ulysse, avec lequel on est maintenant plus familier après toutes ces aventures. Pour les anciens Grecs, Ulysse était un des héros mythologiques les plus populaires, peut-être le plus populaire. Mais il était aussi très différent de beaucoup d'autres héros. D'une certaine manière, tous les héros grecs étaient des modèles. Mais ils n'étaient pas identiques, ils avaient des personnalités très distinctes, avec des talents exceptionnels et aussi des défauts. Ils pouvaient être des guerriers, légendaires, mais avec un mauvais caractère, un caractère irascible, ou un comportement un peu trop aléatoire. Par exemple comme Achille, tel qu'il est présenté dans l'Iliade. Ou alors ils peuvent être imprudents, ou commettre des crimes qu'ils doivent purger, comme Hercule, qui est condamné à 12 travaux après avoir tué sa femme et ses enfants dans un accès de rage, même s'il n'en était pas responsable. Dans le cas d'Ulysse, la qualité la plus évidente, c'est son intelligence, son astuce. Il comprend rapidement, il anticipe, il est capable de tromper les autres. Donc il a une grande intelligence pratique, qui a aussi ses limites. Il n'anticipe pas toujours les conséquences à plus long terme de ses actes. Et c'est comme ça qu'il offense les dieux, ou qu'il révèle son vrai nom au Cyclope, ce qui lui coûte très cher. Il aime se vanter, et comme pour tous ceux qui se vantent de leur intelligence, le seul fait de s'en vanter révèle plutôt les limites de cette intelligence. Dans le cas d'Ulysse, ce qui joue contre lui et inhibe son intelligence, c'est l'orgueil, l'excès de confiance en soi, qui peut provoquer des désastres. C'est un gros défaut d'Ulysse, mais aussi une des caractéristiques qui le rendent humain et crédible comme personnage. Il n'est pas particulièrement courageux non plus. Par exemple, il essaye de se faire passer pour fou sur Ithaque, pour éviter de partir à la guerre contre Troie. Mais à côté de ça, il a aussi des traits attachants. Il est loyal à ses compagnons. Il aime sa femme, son fils, son pays. Et dans la mythologie grecque, Ulysse est toujours du bon côté, celui des Grecs dans l'Iliade, et bien sûr, il est le héros de l'Odyssée. Ulysse, d'ailleurs, c'est son nom latin. Pour les Grecs, il s'appelle Odysseus. Et on l'appelle Ulysse par tradition en français, mais Odysseus serait un nom plus authentique si on veut faire plus grec. Justement, les Romains qui ont adopté la mythologie grecque le connaissaient très bien. Mais ils avaient une vision différente d'Ulysse. Pour eux, c'était une figure beaucoup moins héroïque, parce que dans leur tradition d'interprétation de l'Iliade et de l'Odyssée, et peut-être aussi à cause d'une culture, d'une morale différente, les Romains voyaient plutôt les tromperies ou les astuces d'Ulysse comme quelque chose de répréhensible, de très peu honorable. Alors ils en ont fait plutôt un personnage non pas malfaisant, mais ambigu et peu digne de respect. Ça dépendait de l'époque et des auteurs, mais en général, les Romains étaient plus stricts que les Grecs sur le respect des valeurs martiales, de la bravoure, de l'honneur, la droiture. Donc autant les Grecs pouvaient admirer un filou, comme Ulysse, autant les Romains avaient plus de mal avec ces ambiguïtés. Et on le voit très bien dans une autre épopée, romaine et non grecque, qui est l'Énéide, l'histoire d'Énée, survivant troyen, qui lui aussi traverse des épreuves et voyage pour finir par fonder la ville de Rome, qui serait donc l'héritière de Troie. C'est de la fiction, c'est pas du tout historique, mais c'est un pendant romain de l'Odyssée, créé à l'époque romaine par un auteur, un poète, qui s'appelait Virgile. Je vous raconterai aussi l'Énéide dans un prochain épisode. C'est une bonne histoire, même si elle est moins connue que l'Odyssée. Bref, dans l'Énéide,
Ulysse est carrément un antagoniste, c'est un ennemi des Troyens qui est régulièrement présenté comme cruel et trompeur. Mais la fin approche. Alors, concluons l'histoire de l'Odyssée, maintenant qu'Ulysse a enfin atteint Ithaque, après 10 ans d'errance et d'aventure. Quand Ulysse arrive à Ithaque, laissé sur la plage par les habitants de l'île à qui il a raconté ses aventures, Athéna lui apparaît pour lui rappeler qu'il va devoir reprendre possession de sa maison, parce que les prétendants ne vont pas le laisser reprendre les rênes du royaume si facilement après toutes ces années. Elle le déguise en mendiant et organise des retrouvailles avec Télémaque, qui n'était encore qu'un bébé quand Ulysse est parti et qui a maintenant plus de 20 ans. Le père et le fils font connaissance, et pendant ce temps, Athéna continue d'œuvrer. Elle inspire Pénélope pour que la reine finisse finalement par annoncer ce que tous les prétendants attendaient. Elle va enfin leur permettre de concourir pour obtenir sa main. Et cette compétition se fera au tir à l'arc, en utilisant l'arc d'Ulysse, resté sur Ithaque, et qui était utilisable seulement par peu d'hommes, parce qu'il fallait une grande force pour le bander. Pénélope annonce que le gagnant serait celui qui réussirait à bander l'arc et à tirer une flèche à travers 12 têtes de hache alignées les unes derrière les autres. La compétition commence, mais l'un après l'autre, les prétendants échouent, sous les yeux d'Ulysse, toujours déguisé en mendiant, qui fait partie de la foule qui observe le concours. Finalement, il s'avance et il demande le droit de tenter sa chance. Ce qui fait rire les prétendants. Qu'est-ce que c'est que ce mendiant qui espère épouser une reine? Mais rien ne s'oppose à ce qu'il essaye. Et quand il le fait, qu'il reprend en main son arc, il n'a aucun mal à envoyer la flèche à travers les têtes de hache. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend des flèches, une par une, et commence à tirer sur les prétendants, les éliminant les uns après les autres. Il est rejoint par Télémaque et par ses anciens serviteurs, inspirés par Athéna pour le soutenir, et ensemble, ils éliminent tous les prétendants jusqu'au dernier. Puis Ulysse laisse tomber son manteau de mendiant et va se présenter à Pénélope, choquée par cette scène inattendue. La reine hésite à le reconnaître après ses 20 ans, et alors que tous les deux ont vieilli. Mais lorsqu'il lui parle de son lit, qu'il avait construit lui-même à partir d'un olivier, elle n'a plus aucun doute, et elle se jette dans ses bras. Après 20 ans, Ulysse, le roi maudit par les dieux, a enfin triomphé de toutes les épreuves et va pouvoir savourer enfin les plaisirs d'une vie tranquille sur ces terres, loin du fracas des armes, des tempêtes et des monstres. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cet épisode de la Bibliothèque des rêves. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et vous laisser aller à dormir, ou choisir un autre épisode. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, faites de beaux rêves. Au revoir.